Hello, vous écoutez l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Pour ce premier épisode, je reçois Marchon Ramounds pour parler identité. Comment retrouver son pouvoir d'agir en s'autodéfinissant? Comment passer de l'identité subie à l'identité choisie? Comment conjuguer vulnérabilité et puissance? J'espère que vous trouverez autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à échanger. Bienvenue dans la Colosphère. Je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous appréciez ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Et hello, bonjour Marichou. Salut Coultine. C'est drôle de se retrouver ici entre Sista. Merci beaucoup d'inaugurer ce premier épisode de ce nouveau podcast, l'interview de Colo, où on va explorer nos vies intérieures avec le rapport qu'elles ont avec les vies extérieures et comment tout ça interagit. Comment on traverse finalement nos humanités. Donc aujourd'hui, le thème, c'est l'identité. L'identité, j'aurais dû dire les identités, puisque c'est vraiment un terme valise qui recoupe beaucoup d'éléments. Et le premier point que ça peut recouper, c'est vraiment cette question de la présentation. Quand on se présente, comment on s'identifie pour se présenter au monde, pour se présenter à un groupe, pour se présenter à d'autres humains. Comment tu commencerais, toi, justement, pour te présenter? Tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis très honorée, justement, d'être la première invitée de ce tout nouveau podcast sur ces questions qui, évidemment, me parlent complètement, puisqu'elles sont au cœur de mon travail personnel, ma recherche artistique et aussi on va dire, ma démarche quotidienne. Si je devais me définir avec la définition personnelle la plus juste que j'ai enfin réussi à trouver, ce serait prêtresse caméléon, accoucheuse polymorphe. C'est excellent. On sent qu'il y a du vécu, on sent qu'il y a de la réflexion, en tout cas sur cette autodéfinition de soi. Est-ce que tu as envie d'expliciter ces termes ou tu as plutôt envie de partager le parcours qui t'a amené finalement à trouver ces termes qui sont très particuliers, parce que prêtresse caméléon, je crois que j'ai jamais entendu personne qui se présente comme ça. Accoucheuse polymorphe non plus. Est-ce qu'on peut parler justement de cette question de l'autodéfinition et comment elle a surgi dans ton parcours de vie, qu'il soit personnel ou professionnel? Oui, je pense que ça permettra complètement d'expliciter les termes si je dis en fait ce qui m'a amené à m'autodéfinir. En fait, après avoir étudié, en fait, après le bac, je me suis retrouvée à ne jamais trouver ma voie. Donc, j'ai enchaîné les petits boulots comme ça et les petits contrats. C'était pas forcément des petits boulots, mais les petits contrats. Et parfois, c'était des contrats, des jobs alimentaires que je trouvais pas forcément intéressants ou dont j'avais pas forcément de choses intéressantes à dire. Et quand on me posait la question, la fameuse question en soirée, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien,
je savais pas trop quoi répondre. Et en même temps, quand on passe par des phases de chômage, c'est une question qui nous met vraiment très, très, très mal à l'aise. Parce que on est tout de suite, on a peur du jugement, on a peur d'être mal vu, rejeté, etc. Et, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux valoriser? Ce que je peux valoriser, c'est ce que je suis, qui je suis. Donc à partir de ce moment-là, j'ai plutôt essayé de répondre à cette question en parlant de moi, ce que je suis profondément, qui je suis profondément. Et petit à petit, ça a été une logique qui s'est mise en place. Et j'ai de moins en moins répondu à cette question par mes activités professionnelles, mais plus par ce qui se passe actuellement dans ma vie, ce qui est important pour moi, les interrogations qui prennent toute la place dans ma tête et, euh, et qui ne trouvent pas forcément de réponse dans la vie que je mène. Donc, ce qui peut me rendre triste, déprimée, qui peut me causer de la difficulté. Je pense que ça a été une chose qui m'a amené à réfléchir sur qui j'étais, parce que la période de chômage, c'est une période dévalorisante, puisque la valeur travail est une valeur très très forte dans la société, de reconnaissance en fait de l'individu. En fait, l'individu est reconnu par le travail, bah, déjà par sa profession, hein, si c'est évidemment une belle, bonne profession, on regarde tous et de toutes, bah, c'est super, t'es valorisé. Si bon, bah, on sait pas trop ce que tu fais et qu'en plus ton job, c'est pas un job, bah, voilà. Donc le chômage, c'est carrément pas de job, enfin rien. Donc vraiment, c'est des moments comme ça où l'estime de soi est au plus bas. Et moi, je pense que ça a été un espèce de contre-pied, que j'ai trouvé en fait pour faire face à ça. Je trouve ça super intéressant parce que je me dis que justement ça part finalement d'une situation quotidienne, de nos quotidiens. Et c'est souvent ça qui nous amène à rentrer en nous par rapport à ce qu'on peut croiser dans notre quotidien, par rapport à ce qu'on peut vivre, par rapport à ce qui peut générer du stress, de l'angoisse et comment on y répond. Donc là, je trouve que c'est assez beau parce que finalement, c'est une réponse par je sais pas, je veux pas dire de résilience parce qu'on n'est pas dans un peut-être dans quelque chose d'ultra violent, mais en tout cas, je trouve que c'est une façon de transformer une situation difficile en reprenant de l'espace et en sortant un petit peu de cette question du faire qui domine un peu notre société et qui du coup caractérise les identités des uns et des autres. Du coup, ces deux termes finalement d'autodéfinition, si on devait les traduire, parce qu'il y a toujours ce choix qui est fort d'autodéfinition et comment il rencontre en fait des personnes qui en face attendent justement une réponse assez classique. Par exemple, je sais pas, dans le milieu du spectacle, ça peut être ben, je suis autrice, comédienne. Comment ça peut se traduire avec des termes un peu plus partagés au niveau de ta profession et même dans ta vie professionnelle, puisque ça englobe, je pense, ces termes au-delà de la profession, d'autres éléments. Tout à fait. Alors, prêtresse caméléon, c'est vraiment, en tout cas, dans prêtresse caméléon et dans accoucheuse polymorphe, il y a la question de la transformation dans le caméléon et la question de la transformation dans le polymorphe. Donc, ça me paraissait vraiment très important de dire que le mouvement est là et qu'en fait, je ne vais pas être la même prêtresse chaque jour. Peut-être même d'une heure à l'autre, je vais devenir une prêtresse différente. Pour moi, dans accoucheuse, il y a la dimension de l'écriture. C'est l'activité que je pratique depuis le
mon plus jeune âge, enfin, ou depuis le plus longtemps dans ma vie. J'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans et j'ai commencé à écrire parce que je subissais des situations qu'il était absolument pas possible pour moi de rendre compte soit aux adultes, soit à la société. Donc écrire, c'était un subterfuge, un refuge, un exutoire, mon île où je pouvais complètement laisser aller tout ce qui me passait par la tête. Et donc je pense que ça m'a fait, en tout cas c'est les prémices de ma vie d'autrice en fait à ce moment-là, où je racontais ma propre vie, j'utilisais ma propre vie, c'était le matériau pour alimenter mes carnets en fait. Et pour moi, une accoucheuse polymorphe, c'est une personne qui va être capable de de s'accoucher vraiment d'elle-même. Donc moi, ça va être plutôt à travers des textes, mais qui ont des formes différentes. Il y a effectivement le comment dire, le journal intime. Il y a eu aussi des nouvelles. J'ai écrit de la poésie. J'ai écrit des spectacles. J'ai écrit des performances. Et donc j'ai écrit aussi des articles de journaux. Enfin, vraiment, il y a eu plein de formes. Et en même temps, dans l'accouchement, il y a aussi l'accouchement des autres. Là, j'accompagne à travers des ateliers où j'utilise le récit de vie comme outil de valorisation de soi des femmes. Ce sont des ateliers en non-mixité ou certains en mixité choisie, c'est-à-dire sans hommes cis, dans lesquels, en fait, je propose de partir de ses propres histoires et de voir comment retrouver son pouvoir d'agir en en retrouvant de la dignité dans nos vécus, en fait, qui nous paraissent ordinaires, totalement dans la banalité, rien de, ou au contraire traumatique. Comment on peut retrouver de la dignité, comment on peut retrouver du courage, comment on peut retrouver de la force en fait. Et là, je vais plutôt avoir le rôle de la doula, de celle qui va accompagner, celle qui va guider les personnes à accoucher des récits. La dimension de prêtresse, c'est plutôt ma dimension, on va dire, de mise en scène de ces récits. Aussi ma dimension d'orchestration. Par exemple, dans ces ateliers, j'emmène les personnes jusqu'à l'interprétation de leurs récits. Donc, ça va être là plutôt de les diriger, en fait, en tant qu'apprentie comédienne. Et également, pour moi, il y a toute la dimension de rituel qui fait partie de notre héritage malgache, hein, puisque je partage avec toi cette terre de naissance, un papa malgache, et cette culture-là qui coule en nous. Et, et donc, la dimension de rituel, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de mon spectacle et qui a été un peu perdu dans l'histoire coloniale, qui a été bafouée ou qui ont été méprisées, et avec l'évangélisation qui voulait du coup que des religions qui étaient plutôt qui venaient plutôt d'Europe viennent un petit peu comme ça se répandre et soumettre les peuples à autre chose que leur culture originelle. Donc pour moi, il y a quelque chose aussi dans les rituels de la réappropriation de son héritage, de ce qui est beau dans son héritage, de ce qui est puissant. Et il y a aussi comment on peut donner dans ce que l'on vit, comment on peut donner dans ce que l'on subit, trouver, chercher une dimension symbolique qui permet parfois de prendre soit un peu de hauteur, soit de faire un pas de côté et de dépasser quelque chose qui est difficile, de dépasser quelque chose qui est lourd. Et, et c'est là où pour moi le rituel est très puissant. Donc il y a aussi cette idée de se réapproprier les cérémonies
parce que les cérémonies ont été aussi beaucoup guidées par les femmes dans le passé et ont été ensuite données, ou en tout cas les hommes ont pris le pouvoir de ces cérémonies, sont devenus du coup les maîtres, les prêtres, laissant complètement les femmes de côté jusqu'à brûler les sorcières, etc., jusqu'à ignorer les pouvoirs guérisseurs aussi des femmes qui connaissaient les plantes, les medicine women par exemple. Donc il y a pour moi aussi toute cette dimension-là dans Prêtresse. Et je trouve que c'est vraiment précieux en tout cas d'expliciter, parce qu'on voit que derrière ces mots, il y a une étendue de il y a une étendue de parcours, de vie, d'expériences qui ont permis finalement d'avancer et d'avancer vers une meilleure connaissance de soi-même au fur et à mesure. Et on sent qu'en fait, ces mots-là, ils sont pas anodins. Parce que ce qui est particulier, c'est que moi, souvent, par rapport aux identités, par rapport aux définitions, j'aurais tendance à me dire, mais tiens, ce qui est compliqué, c'est vraiment dès qu'on définit quelque chose d'une certaine manière, dès qu'on définit une identité à quelque chose, ou dès qu'on pose des mots sur quelque chose, on l'enferme, puisque du coup, ça, on fige. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, le fait d'avoir fait ce travail de définition de soi à soi, ce que j'appellerais un peu une définition endogène de nous-mêmes, ça permet de désenfermer et de réouvrir, parce que du coup, il y a un échange qui se crée forcément, puisqu'on est surpris. Et derrière, il y a une énorme ouverture, plutôt qu'un rattachement à une définition assez classique, plus classique, derrière laquelle va se dérouler dans les esprits de chacun, ce qui est assez classique pour chaque humain et normal, tout un système d'étiquettes, de préjugés, de cases. Alors elle doit faire ci, ça, donc si elle a dit ça, limite aussi sur des orientations politiques, des orientations sexuelles. Enfin, on s'imagine, on a tout un imaginaire quelquefois derrière des mots qui nous définissent. Donc, est-ce que ma question ce serait est-ce que finalement l'autodéfinition de nous-mêmes nous redonne notre pouvoir d'agir? Excellente question. Oui, oui, parce que justement, dans mon cas, d'avoir choisi la définition symbolique ou poétique, on peut trouver que prêtresse caméléon, c'est poétique quand même, et accoucheuse polymorphe, c'est symbolique. Eh bien, moi, je vais traduire ces mots-là comme je l'entends. Elle est là ma liberté, et il est là mon pouvoir d'agir. Après, socialement, pour faire vite, je vais dire que je suis une femme cis, que je suis une femme noire qui habite en France, d'un papa malgache et d'une maman française blanche. Je vais dire que je suis maman d'un garçon. Je vais qualifier cette maternité qui est monoparentalité. Et ensuite, je vais dire que je suis autrice et interprète parce que j'écris souvent les textes que je mets que j'incarne après derrière. Bon, ça c'est quelque chose qui a été subi. En fait, je pense que ce qui m'a effectivement poussé à m'autodéfinir, c'est que j'ai beaucoup subi les définitions des autres, ou j'ai subi des situations, des systèmes qui m'ont empêché de faire ce que j'avais à faire, notamment mes spectacles. Comme je ne pouvais pas être programmée dans des lieux dédiés à la création parce qu'on ne comprenait pas ce que je faisais ou parce qu'on ne pensait pas que c'était comment dire, ma place en tant que femme noire, de parler du désir féminin, par exemple, je prends l'exemple de mon spectacle Chronique d'une croqueuse. Eh bien, en fait, il a fallu que je trouve moi-même, puisque je
je voulais persévérer et persister dans cette voie, il a fallu que je trouve moi-même mes moyens de production, mes moyens de diffusion du spectacle et aussi mes moyens de diffusion de mon propos, de diffusion de mes textes. Et qui finalement pouvait faire ça, qui pouvait s'embarquer dans une aventure sans fric, sans avenir, sans horizon pour l'instant palpable? Moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à tout faire en fait au niveau de artistique. C'est pas que j'ai voulu être être et autrice et comédienne et scénographe et metteur en scène et productrice et chargée de diffusion et chargée de communication. Non, c'est pas que j'ai voulu tout faire. C'est pas que j'ai voulu avoir le monopole de toutes les tâches, que j'ai voulu avoir le contrôle sur tout. Non, c'est que je n'ai pas eu le choix. J'ai dû créer ma propre économie familiale ensuite en étant maman. Et donc, il a fallu aussi trouver comment remplir le frigo et tout en voulant garder, et ma liberté est vraiment là, tout en voulant garder cette voie, en fait, l'exploration de cette voie-là. Et donc, pour moi, il y a eu aussi toute cette chose où en fait on te met dans une case où on attend de toi des choses. Ces choses-là ou ces cases-là, ce sont des espaces trop étroits et il fallait pousser les murs, il fallait sortir de la case, il fallait aussi avoir du courage de passer par des phases. J'ai eu 2 ans de galères financières liées à ma profession artistique, avec un gamin qui avait du coup 5-6 ans. C'était très pénible de vivre ce moment-là, mais j'ai pas voulu lâcher, j'ai voulu continuer, j'ai voulu persévérer. Et donc je pense que oui, dans le fait de ne pas vouloir et quelque part faire un pied de nez aussi, parce que dire prêtresse caméléon ou accoucheuse polymorphe, c'est justement donner cet espace vaste dont tu parles, qui ne réduit pas, puisque c'est un éventail de possibilités, un éventail de formes, un éventail dans caméléon de couleurs, un éventail de camouflage aussi. Et je pense que j'ai eu cette chose-là aussi de me dire comment je m'adapte, mais en étant quand même dans ma puissance, dans ma singularité et en créant aussi la surprise. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose aussi cette dimension de surprise, c'est quelque chose qui est. Je dis souvent dans mon travail, je ne cherche pas à provoquer parce que je trouve que dans la provocation, on empêche l'autre de penser parce qu'en fait, il se sent attaqué, il se sent brusqué, il se sent secoué. Et en fait, il va être dans son état, dans sa sensation d'être secoué, dans sa sensation d'être brusqué. Et dans ces moments-là, en fait, on peut pas avoir trop de latitude. Mais j'ai voulu déranger, voilà. Et déranger, dans le terme déranger, il y a le fait de déranger, de sortir de l'ordre, vraiment. Mais il y a le fait aussi de déranger, je dis des fois, comme si je te mettais un cactus sous les fesses. Ah, tu peux pas t'asseoir confortablement, tu peux pas te vautrer dans ton canapé, tu es obligé d'être comme ça dans une acuité, d'écouter avec quelque chose, avec une oreille plus tendue, quelque chose, et qui va peut-être te percuter, ou si ça te percute pas, en tout cas, te déranger et entre guillemets te contraindre. Oui, c'est ça, c'est une contrainte en fait qui est exercée. Après, la personne est libre en face de partir si elle veut pas, mais qui va te contraindre à peut-être voir, entendre que je ne suis pas forcément ou je ne vis pas forcément comme tu me perçois en fait, ou comme tu voilà. Ouais. Ah pardon. Non, c'est ça, c'était ça que je voulais dire. Ça, c'est justement du coup tout un processus et tout un travail, toute une
enfin un travail, je sais pas, c'est en tout cas toute une exploration qui est arrivée et que moi, ce que j'entends, c'est vraiment ce côté de passer de l'identité subie à l'identité choisie. Est-ce que c'est justement ce propre parcours-là que tu as développé pour toi de manière un peu par défaut, mais par défaut parce que tu es une personne qui a ses élans déterminés et cette détermination qui fait qu'avec la persévérance, on continue, quelle que soit la route qui se présente à nous. Est-ce que c'est justement c'est ce parcours-là qui t'a amené à proposer à d'autres d'expérimenter cette voie de l'autodéfinition finalement pour retrouver l'entièreté de son être au-delà de la façon dont on est vu par les autres. Je pense là particulièrement à ton travail autour du récit de vie comme outil de valorisation de soi. Euh, euh, Comment, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, donc peut-être pas revenir sur ce que c'est, mais plutôt comment, qu'est-ce qui ressort en tout cas comme bascule dans les personnes justement que tu accompagnes par rapport à la notion d'identité. Hmm. Et ce passage d'identité subie à identité choisie, même si on n'est pas que sur des success stories, etc. Mais en tout cas, comment il y a une évolution en fait. Moi, ce qui est vraiment très manifeste à chaque fois, c'est comment, quand je plonge dans mon intimité, en tant que personne, je dirais pas que femme, cis, mais comment quand je plonge dans mon intimité, comment quand je fais le récit de mes expériences, et ben je prends conscience de ce que j'ai vécu. C'est comme si en fait ça donnait une deuxième existence à ce qui a déjà été. Et en fait, à partir de cette chose que je regarde, je prends de la distance, ou je le regarde avec distance, et ça me permet de comment dire, oui, comme je le disais tout à l'heure, de retrouver ma dignité et de retrouver de la force pour faire quelque chose. C'est comme ça qu'en fait, ces personnes-là se retrouvent à se dire, ah, mais là, je peux tout à coup, je ne suis pas assignée à être coincée à la maison, à m'occuper exclusivement du ménage et des tâches ménagères et des enfants. Je peux aussi passer mon permis de conduire, chercher un emploi. Je peux aussi cesser de subir les violences de mon conjoint. Mais aussi, ça peut être ah, mais j'ai des choses à dire pour la cité, donc je peux rejoindre le conseil citoyen de ma ville tout d'un coup, parce que ma voix euh, est là, et j'arrive à formuler ma pensée sur des questions sociétales, et en fait j'ai envie de le dire, ou j'ai des revendications sur le quartier dans lequel je vis, sur l'habitat, sur des questions, l'éducation, enfin voilà, donc des choses comme ça. Et puis ça peut être aussi la prise de conscience de rouages familiaux, de toute la dimension transgénérationnelle, d'héritage, tout ce que j'ai récupéré de ma famille et que je vais reproduire en copier-coller. Tout à coup, je vois, en fait, c'est ça que je fais. Et là, je vais transformer ma façon d'être parente. Ça, c'est un vrai impact sur l'identité. Parce qu'en fait, je ne vais plus me définir pareil. Je ne vais plus voir de moi telle mère ou telle mère. Tout d'un coup, je vais devenir quelqu'un de euh, beaucoup plus large, en fait. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça que ça donne. Ça donne, ça donne de l'amplitude, en fait. Ça donne de l'amplitude. Donc c'est vraiment moi ce que j'entends et qui me parle beaucoup, c'est vraiment en plongeant, en faisant cette plongée qu'on souvent on essaye de mettre à distance parce qu'on est rattrapé par notre quotidien qui nous happe dans le faire,
aussi si on est dans une situation familiale où on doit gérer des équilibres de la logistique, etc., on n'a pas forcément d'espace pour plonger, mais finalement, cette plongée dans notre propre intimité, cette plongée à l'intérieur de nous, dans l'ensemble de nos identités, elle nous permet de nous réapproprier euh, euh, qui nous sommes finalement et d'une certaine manière le tri qu'on veut faire, c'est-à-dire le tri qu'on veut faire en repérant d'où viennent ces identités, en se délestant de certaines parce qu'elles ne nous appartiennent plus, même si elles nous ont aidés à un moment donné, et lesquelles on veut garder, quelles sont ces nouvelles identités vers lesquelles on a envie d'aller. Donc moi, ce que je retiens, c'est vraiment cette question de finalement comment la plongée dans l'intime n'est pas une question égocentrique, autocentrée, et comment finalement elle amène vraiment beaucoup dans la construction d'un monde où les relations sont plus saines, puisque chacun se connaît et peut interagir avec de la clarté sur d'où il parle, de quelle identité. Est-ce que ce qui sort de ma bouche, finalement, c'est nourri par une identité blessée ou une identité qui reproduit ou une identité euh, euh, non assumée aussi. Quelquefois, ça peut être aussi une envie, donc une identité à venir, une identité à naître qui n'est pas encore assumée et qui du coup va générer des propos humiliants sur d'autres personnes, puisque derrière il y a de l'envie, de la jalousie. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort, puisque on peut avoir cette image de personnes autocentrées, quoi, qui plongent dans leur intimité. Est-ce que est-ce que tu as envie de partager des choses sur ce sujet-là? Oui, oui. Ben moi, j'ai beaucoup fait les frais de ça, en fait. Hein. On m'a. Alors moi, j'ai pas eu droit au côté autocentré ou égoïste ou égocentrique parce que je suis une personne qui est capable aussi d'être très à l'écoute de l'autre et d'être très empathique aussi, compréhensive. Donc en fait, on m'a pas reproché ça, ce qu'on aurait pu me reprocher. Moi, ce qui m'a été reproché ou souvent pointé du doigt, c'est plutôt comment je m'affaiblissais. Voilà, ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans ma vie. Comment je m'affaiblissais en donnant à entendre aux autres, en donnant à voir aux autres ma vulnérabilité, ma fragilité, puisque j'étais capable de parler de mon intimité, de choses qui normalement restent non seulement entre quatre murs, mais entre quatre cloisons de la tête, quoi, c'est tout. Et ou alors si quand même là où ça va entre quatre murs, mais c'est entre quatre murs du cabinet du psy, enfin voilà, mais c'est dans des endroits, on va dire, où la confidentialité est garantie, voilà. Donc moi, ça a plutôt été ça en fait qui a été on va t'affaiblir, on va donc cette croyance aussi selon laquelle on va utiliser tes faiblesses pour s'engouffrer dans la faille et tout ça va se retourner contre toi. Donc ça, c'est quand même beaucoup de choses que j'ai vraiment subi comme jugement, comme critique, comme reproche, comme mise en garde, comme recommandation, comme conseil. Hein, à chaque fois des personnes qui me le disaient. Enfin, certaines qui me le disaient dans mon propre intérêt en fait. Hein. Et c'est vrai, je m'en suis pris plein la tronche, c'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vraiment m'ont enfoncé, c'est-à-dire quand je leur racontais ce que je racontais sur moi, donc de mes difficultés, de mes de mes affres, de mes tourments, de mes défauts, de mes ombres, de mes ténèbres. Enfin, il y a des personnes qui m'ont enfoncé, qui m'ont jugé, qui m'ont fait des procès, en fait. Voilà, c'est ça. Et au contraire, moi, ce que je retiens, et c'est ça qui a fait, je pense que j'ai toujours continué, c'est je retiens les personnes qui ont été inspirées par ça, qui se sont mis à parler à la première personne. Parce que moi, en parlant à la première personne,
j'ai comment dire, j'ai montré l'exemple. J'ai montré que c'était possible. J'ai montré qu'en fait, il existait des personnes qui pouvaient parler à la première personne, qui pouvaient aller raconter des choses à la première personne, de profondeur, intime, normalement que l'on ne partage pas, et qui du coup tout à coup montrait que oui, alors peut-être qu'elle fait pas partie de la majorité des personnes qui vont parler à la première personne sur ces sujets-là, mais en tout cas elle le fait, donc vas-y, moi aussi je vais y aller. Donc ça veut dire que souvent j'ai aussi beaucoup accueilli, et c'est toujours le cas aujourd'hui, des récits intimes de personnes qui ont eu ce courage-là, ou en tout cas qui ont été inspirées, qui ont suivi cette piste-là, et qui ont eu envie à leur tour aussi peut-être de se délester de choses qui étaient vraiment lourdes à porter toute seule ou tout seul. Et je dirais qu'en fait, moi, par exemple, je fais partie de ces personnes, je pense, qui ont pu pointer du doigt ces choses-là avec une approche vraiment comme tu le disais tout à l'heure, de conseils, d'inquiétude, de mise en garde, de projection finalement sur l'autre. J'ai pu avoir ces types de conseils envers toi. Et ce qui est assez drôle et que j'observe, moi, c'est que dans la durée, je retiens que justement, ce que tu as décrit derrière, c'est-à-dire qu'après, moi, j'ai plus été attirée et inspirée par l'envie de prendre la parole à la première personne, l'envie de finalement transformer ma façon d'être en lien avec le monde de façon caméléon, mais pour le coup caméléon que je définirais d'un peu négatif depuis mon point de vue, c'est-à-dire l'adaptation à qui j'ai en face, utiliser le jargon des gens qui sont en face, devenir une autre personne à chaque situation de vie. Je suis passée de ça à un chemin, puisque c'est pour moi c'est pas du tout, c'est en cours, à un chemin vers l'expression à la première personne, vers le rassemblement du Pulse qui du coup devient sous un grand chapeau d'une seule identité qui rassemble toutes ces identités dessous, mais qui sont pas effectivement masquées par la peur de la vulnérabilité, alors que finalement cette vulnérabilité, c'est à cet endroit-là qu'on peut être en lien profond avec un autre humain, puisqu'on donne de l'entièreté de qui on est. Ce sera peut-être d'ailleurs la dernière question. Est-ce que c'est ça, être soi-même? Pour toi, c'est quoi être soi-même? Est-ce que ça se situe là? Oui, à tel point que je ne fais pas de différence entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Je ne fais pas de différence entre ma vie publique et ma vie familiale. Donc ça m'a été reproché aussi dans des histoires conjugales, parce que l'autre a l'impression que sa vie personnelle et sa vie privée est racontée sur la place publique, et parce qu'on a cloisonné. Et moi, c'est pas que je décloisonne, en fait, c'est que j'ai jamais su cloisonner. Alors peut-être que c'est un défaut dans l'autre sens, qui manque de protection, mais je dirais que oui, en fait, pour moi, il y a quelque chose comme ça, de l'ordre d'être pleinement là, dans ce qui nous habite. Et peut-être que aujourd'hui, j'ai envie de partager ça de moi avec toi, humain en face, voilà, et que dans une heure, avec un autre humain, autre en face, j'aurais envie de partager ce qui sera à ce moment-là, là. Mais effectivement, je pense que on gagne à s'accepter multiple, et à s'accepter multifacette,
et qu'on n'est pas obligé, je pense, même si ça fait peur, de comment dire, de faire des compromis, voilà, sur sa personne. Après, les compromis, on les fait parce que une vie sociale demande des compromis. On peut pas faire que ce que l'on veut. Mais être soi-même, pour moi, oui, je dirais que c'est ça. C'est réussir à parler à la première personne, peut-être pour résumer, de ce que l'on ressent et de ce que l'on traverse avec autant la vulnérabilité que la puissance. Parce que la puissance aussi, c'est tabou. C'est tabou de parler de sa puissance. Quand on parle de sa puissance, on est souvent pris pour quelqu'un d'orgueilleux, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui donne aussi de la force aux autres de parler de sa puissance. Eh bien, merci. Merci beaucoup d'avoir été là pour pour cette inauguration. Je suis hyper émue de finir sur cette touche. Merci et j'ai hâte du coup de te faire écouter ce morceau contrôle d'identité et d'avoir ton retour par rapport à notre échange et d'avoir aussi vos retours à vous auditeurs sur ces questions d'identité. Est-ce que tu voudrais juste partager un endroit ou quelque chose où on peut suivre ton travail, justement, ton travail d'artiste? Alors en fait, je suis sur Instagram avec mon prénom et mon nom, donc Marichoua Ramounz, et je suis également sur Facebook en profil prénom-nom, et ensuite j'ai des pages qui correspondent à des spectacles existants, Chronique d'une croqueuse, Utérus Cactus, Élégie d'exil et les jupes de ma mère. Et tu parles trop sur la chaîne YouTube de Zoa Prod. Eh ben, merci pour toutes ces références. Je les mettrai dans la description du podcast pour que ce soit plus clair pour tout le monde et que tout le monde puisse aller te découvrir ton travail. Merci, un énorme merci. Merci ma sœur. Un gros câlin, Sista, d'avoir été là. Merci. Un gros cœur. Oui. Et à tout de suite en off.